anniversaire de mariage pour le plaisir de redire oui. Alliance Diamant. JB, les boules JB, la pétanque. Rester dans la course est une entreprise difficile. C'est pourquoi Rank Xerox propose ces systèmes de traitement du document. Vous rentrez vos informations sur écran pendant que d'autres se donnent un mal de chien. Vous consultez vos archives, vous faites votre mise en page et vous éditez un document parfait que vous pouvez même diffuser sur d'autres postes. Pour le succès de vos entreprises, système de traitement du document Rank Xerox. Je suis heureux. Aujourd'hui, nous savons tout copier. Par exemple, le programme Hermès. Eh bien, on n'y arrive pas. Et c'est encore un coup de Toulouse-Midi-Pyrénées. Région Toulouse-Midi-Pyrénées. Tout le monde nous envie. Et ils ont même le temps d'aller à l'opéra. Le péché de chair, mon père. Que dites-vous? La tendre chair des délices fruits. Fraises, framboises. Cerises, abricots. Délices fruits, c'est 4 parfums différents. Et 4 raisons de péché. Et vous, mon enfant, 4 fois aussi. Oh, délices fruits. Il faudrait être un ange pour y résister. De l'acre. Un gros cube, un petit cube, c'est l'heure de l'apéricube. Apéricube la vache qui rit, le fromage de l'apéritif. Ce chef d'entreprise confie ses produits à quelle personne? Il a tout compris. Il dispose de 14 000 spécialistes en France et dans le monde. De camions, d'avions, de trains, de bateaux qu'il peut suivre à tout instant sur son ordinateur. Branchez votre entreprise sur quelle personne? Mais c'est Fongexor. Et en 2 couches seulement. C'est Fongexor V33. Avec le chocolat Côte d'Or, vous allez découvrir un goût puissant. Une recette secrète depuis plus de 100 ans. Côte d'Or, le goût puissant du vrai chocolat. Pour la première fois en France, la chanteuse numéro 1 mondiale, Whitney Houston, en concert avec FR3 et Énergie. Whitney Houston. En concert avec Énergie et FR3. Les portes Technal vous annoncent le programme de FR3. Après Soir 3, Décibel. Les portes Technal vous souhaitent une soirée en beauté. Soir 3, Jacqueline Alexandre. Coup double pour les policiers français. En arrêtant un responsable de l'ETA militaire, ils récupèrent la rançon de l'enlèvement d'un industriel espagnol. En Nouvelle-Calédonie, alors que 16 gendarmes sont toujours otages du FLNKS, les anti-indépendantistes s'organisent pour assurer leur sécurité. 2 mois après les massacres d'Arméniens à Sumgait, en Azerbaïdjan, Mikhaïl Gorbatchev permet à la télévision soviétique de montrer les images du drame. Votre page cinéma ce soir avec Henri Chapier, Rendez-vous avec la mort, le nouveau film de Michael Winner. Bonsoir. En arrêtant ce matin à Bayonne un Basque espagnol, la police de l'air et des frontières a fait coup double. Elle a arrêté un membre important de l'ETA militaire, l'organisation séparatiste basque, et a trouvé sur lui une forte somme d'argent, 35 millions de francs, qui pourrait être la rançon versée par la famille de l'homme d'affaires espagnol enlevé en février dernier. Au cours de l'arrestation, une femme policière a été légèrement blessée. Véronique Gorel. D'abord, il y a l'arrestation, à 7h15 ce matin, dans le quartier Saint-Léon de Bayonne de José Pérez Alonso. Depuis février 84, ce membre présumé de l'ETA était sous le coup d'un mandat d'arrêt international délivré par Madrid. C'est vraisemblablement au moment où il sort du numéro 8 de cette cité, en compagnie de notre homme, que les policiers interviennent après 48 heures de filature.
Arrestation mouvementée, José Alonso Pérez tire dans les jambes d'une inspectrice de police et se blesse lui-même à un pied. Dans la confusion, son compagnon réussit à prendre la fuite. C'est la première fois que le TA tire sur des policiers français. Ensuite, il y a la découverte. José Pérez Alonso est en possession d'une forte somme d'argent, 725 millions de pesettes, c'est-à-dire 35 millions de francs. Il pourrait s'agir de la rançon versée il y a quelques jours pour la libération d'Emiliano Revilla. Cet industriel espagnol, roi du chorizo, enlevé le 24 février dernier à Madrid, est toujours retenu par l'organisation séparatiste basque. Un enlèvement qui est à l'origine de la rupture des négociations ouvertes à Alger entre les émissaires du chef du gouvernement espagnol et une délégation de l'ETA. En Nouvelle-Calédonie, le FLNKS maintient la pression. Il détient toujours 16 gendarmes et le fief indépendantiste le plus dur, Canala, est toujours coupé du reste du territoire. Des barrages dressés en plusieurs endroits sur les principaux axes routiers interdisent toute circulation. Les premiers étaient exclusivement érigés par les indépendantistes. Les Mélanésiens en construisent à leur tour. Bernard Ponce a exprimé son inquiétude en voyant la tension monter également côté loyaliste. Le point de la journée avec Michel Kemener de RFO. Tôt ce matin, des barrages loyalistes interdisaient tout trafic sur la RT2 de part et d'autre de Saint-Louis. Au niveau de la ferme, les Wallisiens veillaient. L'un des leurs avait essuyé des coups de feu le matin même. Les Wallisiens en ont marre de se faire tirer dessus. Ils se sont fait tirer dessus à deux reprises hier soir et une fois encore ce matin. Un autre barrage était érigé à la station Morari. Depuis la tribu, plusieurs coups de feu étaient entendus dans la matinée, les CRS répondant par des grenades offensives. Aucun véhicule n'était autorisé à franchir le périmètre dangereux et la file de voitures s'allongeait jusqu'au moment où les automobilistes décidaient à leur tour de barrer le passage. Ils s'installaient à Saint-Michel. On avait alors un barrage à Morari, loyaliste, un autre FLNKS à la tribu, un barrage wallisien à hauteur de la ferme et celui-ci. Les loyalistes qui expliquaient les raisons de leur action. Dimanche matin, il y a eu 12 personnes qui étaient dans la tribu de Saint-Louis avec 12 fusils et qui ont toujours les fusils et qui ne sont pas ramassés. D'autre part, on a demandé depuis 4 ans que la brousse de chaque côté du coin dangereux de Saint-Louis soit nettoyée complètement, ainsi que tous les arbres abattus. Donc comme ça, on risquera plus de ramasser de cailloux. Une maison appartenant à un membre du FLNKS était incendiée en fin d'après-midi. À l'heure qu'il est, des barrages subsistent et la circulation n'est toujours pas rétablie. Je vous propose tout de suite notre page spéciale élection présidentielle avec Patrick Jacquin. Actuellement, François Mitterrand est sur le chemin du retour après sa visite éclair aux Antilles où on a voté massivement pour lui au premier tour, Patrick. Oui, et le président de la République a quitté la Guadeloupe en fin d'après-midi pour se rendre en Martinique, le temps d'un meeting à Fort-de-France où, devant près de 10 000 personnes, il s'est présenté comme le candidat anti-racisme, du refus des exclusions et des inégalités. Auparavant, à Pointe-à-Pitre, devant plusieurs milliers de personnes, là aussi, le candidat président a déclaré qu'il était temps de mettre un terme au déchaînement des passions dangereuses. Et dans l'avion qui le conduisait aux Antilles, il avait confié à quelques journalistes que le score du deuxième tour serait selon lui plus serré que certains instituts de sondage l'imaginaient. Dimanche soir, Michel Vial accompagne le candidat François Mitterrand. Malgré un emploi du temps qui promet d'être serré pour les 2 semaines à venir, le candidat président a maintenu son voyage éclair aux Antilles, Guadeloupe et Martinique, 2 départements et territoires d'outre-mer où il a très nettement devancé ses adversaires dimanche. Près de 56% des suffrages exprimés en Guadeloupe, soit plus que Jacques Chirac et Raymond Barre réunis. Dès son arrivée hier soir à Pointe-à-Pitre, François Mitterrand a repris devant une foule bigarrée et chaleureuse quelques-uns de ses thèmes de campagne. Certains d'entre eux constituant ici plus qu'une figure de style, l'égalité des chances, la justice sociale et le refus des exclusions, entre autres. Il a rappelé les dispositions de la loi de décentralisation qui a restitué aux dom-tom les chances de leur identité culturelle et il a surtout par avance condamné toute complaisance à l'égard des idées et des mouvements racistes. Mais en évoquant ainsi et pour la première fois aussi gravement les conséquences du score du Front National qui a provoqué un vrai choc ici aux Antilles, le chef de l'État reconnaissait implicitement que l'effet Le Pen ne posait pas problème qu'à la droite. Restons ensemble, travaillons ensemble, nous allons entamer un nouveau parcours ensemble. Oh,
c'est une bien vaste entreprise dans laquelle je me suis engagé avec vous. Mais j'y consacrerai le meilleur de mes forces. Il m'en reste assez, croyez-le. Devant les sénateurs de la majorité, Jacques Chirac a déclaré cet après-midi, je cite, « Je tiendrai compte de ce que les électeurs ont dit ». Le candidat Chirac pense qu'il faut traduire en clair le mécontentement des électeurs et en particulier de ceux qui ont voté Front National. Oui, et d'ailleurs pour l'UDF, Jacques Chirac a désormais 2 semaines pour apporter aux électeurs centristes les assurances qu'ils demandent. Et aux yeux de Pierre Méneury, la politique sociale qu'ils attendent, c'est la justice fiscale, la lutte contre la pauvreté et l'égalité des chances dans l'éducation. Bernard Stasi est lui d'ores et déjà rassuré par les engagements et les assurances de Jacques Chirac, et Valéry Giscard d'Estaing a reçu en fin de journée Jacques Chirac. Valéry Giscard d'Estaing qui demain fera connaître sa décision pour le 2e tour, mais on sait d'ores et déjà qu'il accompagnera Jacques Chirac à un meeting commun le 6 mai prochain à Clermont-Ferrand. Néanmoins, certains centristes se font un peu tirer l'oreille, et Michel Durafour, par exemple, l'ancien ministre du Travail de Valéry Giscard d'Estaing, ou encore Gabriel Pironnet, apportent leur soutien à François Mitterrand pour le 8 mai. Pour Philippe Séguin, pas question cependant pour Jacques Chirac d'effectuer un quelconque grand écart entre le Front National et les centristes. Le ministre des Affaires sociales, invité du 19-20, a d'ailleurs répondu à ce sujet à la mise en garde de François Mitterrand. Et j'entends là des propos de pompiers pyromanes. Parce que s'il y a un Front National au niveau où il se trouve aujourd'hui, à qui le doit-on à titre principal, sinon à François Mitterrand, qui lui a fait ce cadeau absolument inestimable, inespéré de la représentation proportionnelle. Alors je dois dire que je ne suis pas en situation, ni Jacques Chirac, de recevoir des leçons en matière de Front National de la part de M. Mitterrand. Cela étant dit, ce que laisse entendre M. Mitterrand, c'est que nous aurions besoin de voix s'étant portées au premier tour sur Jean-Marie Le Pen pour passer au second. C'est vrai, hein, mais techniquement, c'est... Mais c'est vrai pour lui aussi. Oui. Parce que, vous le savez bien, tous les reports des autres candidats ne lui sont pas acquis. En conséquence, il en a besoin lui aussi. Et lorsqu'il parle d'ouvrir les bras, de comprendre, etc., vous savez, il ne pense pas qu'aux centristes. Les petits candidats éliminés n'ont pas terminé leur campagne. Pierre Juquin et Antoine Wechter ont fait des déclarations aujourd'hui, Patrick. Oui, particulièrement Pierre Juquin qui a annoncé ce matin la création d'un comité de liaison des différents mouvements qui l'ont soutenu dans la campagne. Et Antoine Wechter, le Vert, lui, n'est pas mécontent de son score. Il dépasse le Parti communiste dans 16 départements et fort de ses 3,80%, il a fait 5 propositions aux 2 candidats restés en lice, sans pour autant d'ailleurs se désister pour l'un ou l'autre d'entre eux. Philippe Decevski. Antoine Wechter a rappelé qu'il n'y aura aucune consigne de vote pour le second tour. Il a réaffirmé que les Verts ne mèneraient pas de négociations avec quelque parti que ce soit avant le 8 mai. Ils accepteront le cas échéant après cette date une participation ministérielle, mais en aucun cas pour devenir des ministres à Libye. Antoine Wechter a d'ailleurs donné 5 mesures de déblocage pour enrayer la crise sociale et écologiste. Mise en place d'un référendum d'initiative populaire, arrêt du surgénérateur de Crest-Malville et du programme électronucléaire, mise en place d'un revenu social garanti et un véritable ministère de l'Environnement avec des ambitions immédiates comme la voiture propre pour 1989 ou encore la suppression des produits destructeurs de l'ozone atmosphérique. Pour terminer, Jacqueline, je vous propose les petites phrases du jour recueillies par Françoise Roy. Michel Jobert fait des prédictions pour l'ancien ministre de Georges Pompidou et de François Mitterrand. Quel que soit le président élu le 8 mai, il y aura de longs mois de confusion politique et un retour à des combinaisons complexes dans lesquelles s'useront les talents et les chances de la République. Marcel Debarge, secrétaire national aux fédérations du Parti socialiste, estime que le vote du Front National n'est pas chimiquement pur, mais composé, à côté d'un vote d'extrême droite, d'un vote de protestation. Commentaire de Jacques Toubon à l'issue du comité central du RPR. La défaite de François Mitterrand est possible si la majorité s'en donne la peine. Le second tour est ouvert à la victoire de Jacques Chirac. Nouvelle-Calédonie, Bernard Pons accuse François Mitterrand de soutenir un certain nombre de gens qui font du terrorisme. Le ministre des Dom-Tom estime que la dissolution du FLNKS est un problème qui se pose. Jean Le Canuet est le second tour des élections. Pour le président de l'UDF, il faut que la France échappe au péril d'un retour de la gestion socialiste. 2 mois après les massacres d'Arméniens dans la ville de Sumgait en Azerbaïdjan, la télévision soviétique a montré pour la première fois hier soir des images de ces événements à la télévision.
Quel message politique peut-on voir derrière la décision des soviétiques de diffuser ce document? Memona Interman. Le 28 février, à Sumgait, la grosse ville industrielle sur la mer Caspienne, les Azéris, les habitants de l'Azerbaïdjan, tuent, violent, pillent les Arméniens. Il faut attendre une semaine, le 4 mars exactement, pour que Moscou reconnaisse qu'il y a eu des massacres, mais en les mettant sur le compte des voyous et en parlant de 31 morts dans diverses communautés, alors qu'il y a eu au moins 100 morts selon différentes sources. Et notamment le journal dissident Glasnost. Aujourd'hui encore, les traces de la violence témoignent de la hargne des Azéris. Les Arméniens auront eu au moins un allié dans cette affaire, c'est la Glasnost, mais pas partout, bien entendu, comme vous allez le voir. Alors, ce n'est pas tout. Ces images-là, elles ont été diffusées hier soir, mais ce soir, à la télévision soviétique, on a diffusé 1h30 de reportage sur la question des nationalités. C'est du jamais vu en Union soviétique. Alors, je n'ai pas vu l'émission, mais d'après des témoins sérieux et dignes de foi... Vous avez joint ce soir au téléphone? Oui. Le contenu était... j'allais dire objectif, honnête, disons, et tout se passait comme si, une fois de plus, M. Gorbatchev choisissait de se mettre devant l'opinion publique, qui commencerait à exister alors, pour montrer ce nouveau défi. Au passage, il déboulonnerait un peu plus la vieille statue de Staline, puisque les principes staliniens restent les principes fondateurs de la question des nationalités en URSS, et aussi il montre qu'il va à l'encontre de la doctrine de son ami Ligatchev sur cette affaire des nationalités, puisque Gorbatchev manifestement prône le dialogue, Ligatchev prenait plutôt la manière forte. Nous avons donc invité ce soir une consoeur du journal belge Le Soir, vous êtes correspondante à Moscou, vous venez d'écrire un livre avec un autre confrère en poste à Moscou, mais je vais vous demander jusqu'où Gorbatchev pourra-t-il imprimer sa marque, sa glasnost, l'ouverture, sa perestroïka, restructuration dans cette affaire des nationalités? Ça, c'est une question auquel je crois personne ne peut répondre actuellement. Ce qui est intéressant, c'est que je crois le problème des nationalités est une très bonne illustration de ce qu'on pourrait appeler le défi de Gorbatchev. C'est-à-dire que, d'une part, il décide d'affronter des problèmes et de tenter de résoudre une série de problèmes que ses prédécesseurs ont toujours niés. Et d'autre part, il le fait dans un contexte tout à fait particulier, qui est à la fois un contexte où il décide d'éclaircir toute une série de points sombres de l'histoire, en prenant bien entendu le risque que cette découverte de l'histoire alimente des revendications et même des oppositions entre les nationalités. Et il le fait aussi dans un contexte de glasnost, c'est-à-dire que la presse est beaucoup plus présente et aussi que les individus en tant que citoyens se sentent autorisés à prendre des positions et à manifester des opinions qu'auparavant ils n'auraient jamais osé manifester. Mais il y a également contre lui beaucoup d'autres, et je pense notamment aux Russes, ethniquement parlant. Il y a certainement l'opposition entre Russes et non-Russes, mais on vient de le voir précisément dans ces événements à Sumgait. Je crois que les gros détonateurs et les grosses frictions existent entre des nationalités qui sont très proches et que séparent des questions culturelles, des questions de haine qui dépassent tout à fait l'histoire soviétique, mais qui viennent de très loin dans le passé, et que c'est entre ces races qui sont en train de vivre actuellement une espèce de libération dans laquelle elles se sentent autorisées à tout à coup se dire finalement nous avons été ennemis pendant longtemps, tout nous sépare depuis très longtemps et nous sommes obligés de coexister. Et je crois que là est le gros détonateur. On vient de le voir en Arménie et ça peut se produire dans toute une série d'autres régions. Alors je l'ai dit avec Andrew Wilson, le correspondant de l'Observer à Moscou, vous avez écrit un livre qui est aussi un peu le reflet de la glasnost. Vous avez appelé cela Les enfants de Gorbatchev. C'est un reflet de la glasnost dans la mesure où toute une partie des sources que nous citons, qui sont pratiquement uniquement des sources soviétiques, ont été tirées des journaux. C'est-à-dire qu'on trouve dans les journaux actuellement des débats de fond et aussi un courrier des lecteurs qui n'est plus comme avant un courrier alibi et qui aborde des problèmes de fond. Je vous remercie. Élection législative aujourd'hui en Corée du Sud. Ce scrutin intervient 4 mois après l'élection présidentielle de décembre dernier qui avait porté au pouvoir le candidat des militaires, le président Roh Tae-woo. Si, à l'époque, les divisions au sein de l'opposition lui avaient permis d'être élu, aujourd'hui, son parti n'est pas assuré de remporter la majorité absolue. Hubert Coudurier. Image rituelle d'une agitation renaissante à Séoul et en province. Dénonçant la fraude, les jeunes Coréens manifestent à coups de cocktails Molotov. Rien à voir toutefois avec les émeutes de juin dernier qui avaient conduit le président Chun Doo-han à se retirer au profit de son dauphin Roh Tae-woo. Mais aujourd'hui, la situation a changé. Les Coréens veulent surtout la stabilité politique, profiter des fruits de la croissance et ne plus penser qu'aux Jeux Olympiques.
De plus, en libérant quelques prisonniers politiques ou en autorisant quelques grèves, l'habileté du président Rotaoué a permis jusqu'à présent de faire passer en douceur l'absence d'une réelle démocratisation pourtant promise. Certes, le président a été aidé en cela par les frères ennemis de l'opposition, Kim Dae-jong et Kim Young-sam, dont les querelles lui auront permis d'être élu en décembre dernier sans la majorité des voix. Reste qu'aujourd'hui, en dépit de la corruption, d'un découpage favorable et de la démobilisation de l'électorat, le parti du président n'a guère de chance de contrôler le nouveau Parlement, premier gage d'une démocratie coréenne. D'autres informations de l'étranger en bref avec Philippe Pister. 10e anniversaire du coup d'État communiste à Kaboul, l'occasion pour le gouvernement afghan de chercher à démontrer son audience populaire en organisant un défilé de plusieurs dizaines de milliers de personnes précédé par une parade militaire. Aucun incident n'est venu troubler la fête. Hier, lors d'un discours, le président afghan Najibullah proposa à la résistance de créer une zone démilitarisée le long de la frontière avec le Pakistan pour faciliter le retour des réfugiés, une offre rejetée aujourd'hui par la résistance. 2 militaires israéliens et les 3 membres d'un commando palestinien tués ce matin lors d'un accrochage dans le nord d'Israël. Une patrouille israélienne a intercepté à l'aube le commando près de la frontière libanaise et à quelques kilomètres des lignes syriennes. Une nouvelle infiltration revendiquée par le FDLP de Naïef Awatmeh sous le nom d'opération Abu Djihad. Une dizaine de tentatives d'infiltration ont eu lieu en Haute-Galilée depuis le début du soulèvement au territoire occupé le 8 décembre. Alerte aux pamplemousses empoisonnés. La vente des pamplemousses en provenance d'Israël est en effet interdite en Italie après la découverte par les autorités sanitaires de Rome d'une substance toxique de couleur bleue injectée intentionnellement à la seringue dans ces agrumes. Un empoisonnement des pamplemousses israéliens revendiqué aujourd'hui par un groupe inconnu, l'organisation du terrorisme métropolitain et des peuples opprimés. En France, les autorités sont en alerte, des contrôles devraient être effectués. À Douvres, des incidents ont éclaté entre marins britanniques en grève et policiers. Le syndicat des marins avait orchestré la manifestation de ce matin pour manifester contre le projet de la compagnie P&O de reprendre les liaisons transmanche avec des marins non grévistes. Le syndicat recherchait la confrontation de ce matin pour réactualiser un conflit qui s'enlise depuis la mi-février. Laure de Breuil. Il y avait plus de 300 marins dès l'aube à l'entrée du port pour empêcher la reprise du travail sur les ferries de la P&O. Après avoir tenté de convaincre les automobilistes de faire demi-tour, ils se sont heurtés à la détermination d'un routier allemand qui a forcé le barrage. Les piquets de grève étant interdits par la loi britannique, la police est intervenue pour assurer la libre circulation. L'épreuve de force entre la P&O et le puissant syndicat des marins a pour point de départ la décision de la direction de remettre en service 5 des 11 ferries immobilisées avec des équipages non grévistes. Après avoir licencié les 800 marins qui n'acceptaient pas les 4 000 francs d'augmentation proposés, la direction a en effet repris l'embauche. Des contrats inadmissibles pour les marins car ils mettent en danger la sécurité des passagers, les nouveaux embauchés n'ayant pas les qualifications requises. Inadmissible aussi parce qu'ils cassent le monopole d'embauche d'UNUS, le syndicat qui règne sur la marine britannique depuis 40 ans, un conflit totalement dans l'impasse, donc depuis la mi-février. Après 20 ans de bons et loyaux services, l'un des plus brillants footballeurs de sa génération, Alain Giresse, vient d'annoncer qu'il prendrait sa retraite à la fin de la saison. Alain Dorgans nous retrace sa carrière d'une longévité exceptionnelle, mais pas de confusion, Giresse n'a que 36 ans. Alain Giresse, le footballeur au destin paradoxal, enfant prodige de la balle ronde, la reconnaissance de son talent sera pourtant tardive. Il fait ses premières classes dans le football professionnel avec les Girondins de Bordeaux le 17 octobre 1970 à Nîmes. Alain Giresse a toujours eu un don inné pour le football, doublé d'un esthétisme et d'un sens artistique qu'il a toujours manifesté sur le terrain. Son art du dribble et sa magie du pivot ne seront reconnus qu'en 1982 où il s'est avéré le complément indispensable de Michel Platini au Mondial en Espagne. Qui a bien débordé, peut s'en faire un retrait pour Giresse. Giresse est fini. Puis vient le déclic de sa longue carrière. 1984 sera pour Alain l'année de tous les succès. Premier titre de champion de France avec Bordeaux et la Coupe d'Europe des Nations avec l'équipe de France. Après 15 années d'allégeance aux Girondins de Bordeaux, il signe à Marseille où il mettra un terme à sa carrière. Vous savez, les pages du football, on en tournera encore. Nous, on a été un passage. Maintenant, il y a d'autres générations, il y en aura encore d'autres. C'est en vie. C'est le football. Je crois que le football ne nous appartient pas. Il y a des périodes dans le football qui sont plus ou moins dorées. Des joueurs ont la chance de réussir de belles carrières. C'est comme ça. Je crois que le football, il est éternel. Et heureusement, parce que c'est ce qu'il y a de plus beau sur Terre. En tout cas, c'est une passion. Il faut oublier que ça a toujours été ma passion. Ça reste ma passion et ça sera toujours ma passion. Au revoir Alain et merci d'avoir écrit un des plus beaux scénarios de l'histoire du football français.
C'est facile, c'est pas cher et ça peut rapporter gros. Toute la question est de savoir à qui. Une société des Alpes-Maritimes poussait un peu loin le loto en proposant, contre un chèque de 130 francs, c'est pas cher, un pronostic personnalisé sur ordinateur. Et pour accompagner ses promesses de millions, le Solis utilisait la photo de Guy Lux dans ses publicités. 5 mois après l'ouverture d'une instruction judiciaire sur cette escroquerie du loto, Guy Lux n'avait toujours pas répondu aux convocations du juge qui souhaitait l'entendre comme témoin. Aujourd'hui, le magistrat a employé les grands moyens en délivrant un mandat d'amener contre l'animateur. C'est entre 2 policiers que Guy Lux a dû ce soir faire le voyage de Paris au tribunal de Grasse. Le nouveau film de Michael Winner, Rendez-vous avec la mort, est le type même de comédie policière dont les réalisateurs britanniques ont le secret. Une bonne dose de suspense, un brin de délire et beaucoup d'humour. L'affiche a ce qu'il faut pour nous mettre en appétit. On y retrouve Lorraine Bacall aux côtés de Peter Ustinov. Something to do with roses? Roses. Greenfly. Spray. Syringe. Syringe? While I was walking back down, I saw this little box. I picked it up, and inside was one of those hypodermic things. To whom did it belong? It was Carol Boynton's. She thanked me for finding it and took it with her when she went to fetch Ginevra. Colonel Carberry phoned. He asked us all to stay in Jerusalem. Only for a day or two, madame. For what? You can't seriously suggest that I murdered that ludicrous Boynton woman. I'm terribly sorry, but once my investigation is underway, it's Monsieur simply... Poirot, I'm deeply disappointed in you. Come along, Miss Quinton. I'm so sorry. The British aristocracy is well known for its bad manners. They call it eccentricity. Oh, I'm quite used to it. Henri, est-ce bien raisonnable d'avoir choisi Peter Ustinov pour jouer le rôle d'un personnage bien français qui est Hercule Poirot? Mais ça, je ne sais pas, mais je crois que c'est très drôle. D'ailleurs, vous venez de l'entendre. C'est un acteur assez formidable tout de même, car il est, vous savez, tout le monde le sait d'ailleurs, il est à moitié russe, il a vécu pas vraiment français. Hercule Poirot, c'est vrai, on l'imaginait mal au départ. Et alors là, il relève le défi, il est absolument formidable, évidemment en version originale, c'est-à-dire en langue anglaise. Parce que là, le comble, c'est qu'il se prend un de ses accents français caricaturaux. Oui, il m'avait bien semblé. Oui, ça c'est désopilant. Oui. Évidemment, le metteur en scène joue beaucoup là-dessus. Mais il joue aussi beaucoup sur notre nostalgie des stars, parce que Lorraine Bacall, vraiment, on vient de la revoir, c'est un régal. Évidemment, elle n'a plus l'âge qu'elle avait au moment où elle était aux côtés de... On ne parle pas de l'âge de dame, oui. Vraiment. Non, mais dans ce cas, on peut en parler, elle est tout à fait resplendissante. Et vraiment, elle donne une dimension supplémentaire au film. Parce qu'il y a humour, il y a tout ce que vous venez de dire, mais il y a aussi la nostalgie et le plaisir de retrouver quelqu'un de la taille de Lorraine Bacall. Je vois dans votre sourire que vous avez aimé ce film. Ah oui, oui, je vous le recommande. Il ne s'agit pas d'un chef-d'œuvre du cinéma dans le sens des cinémathèques, mais d'une très bonne distraction pour tout le monde. Merci Henri. Excellente journée à la Bourse de Paris. Elle a rattrapé en une seule journée tout ce qu'elle avait perdu hier et une belle progression de 1,7% en fin de journée a ravi tout le monde. Martine Thiébaut. Les investisseurs étrangers ont dès ce matin ouvert le bal des beaux achats suivis par les investisseurs français. Toutes les grandes valeurs de la cote ont été entraînées dans la danse. En vedette, Penaroya avec un bond de 20% stimulé par son accord avec l'allemand Preussag. 6 valeurs au-dessus de 12%. Olida Kabi, Fivlil, Lucher, Maison Phoenix, SAT. L'or s'est effrité, l'once a perdu $3 à Paris à 446,8 $, moins 650 francs sur le lingot à 81 600 francs, moins 3 francs pour le Napoléon à 508 francs. Le dollar est resté très ferme, beaucoup d'éléments participent à son soutien, mais surtout, on craint un accord entre membres de l'OPEP et non-OPEP visant à créer la pénurie et provoquer une hausse des prix pétroliers. Le dollar s'en trouverait renforcé, mais à l'inverse, marché des actions et des obligations souffrirait. D'où les hésitations de Wall Street aujourd'hui, et cela malgré une croissance américaine réconfortante, 2,5% au premier trimestre de l'année. L'ambiance s'est un peu détendue en fin de séance. On vient de l'apprendre à l'instant, les deux groupes d'assurance français